Salut à tous, ici Abdel, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. On va passer sur le deuxième du Grand Prix Los Angeles. La dernière fois, on a vu Gruul Monsters. Cette fois, on va voir Red Dead Queens. Tout d'abord, on va repasser juste sur sur Gruul Monsters pour donner la réponse de la précédente question. La question était pourquoi Destructive Rivalry dans Gruul Monsters. C'est tout simple, donc détruire un enchantement ou un artefact, son contrôleur perd 2 points de vie. Ça cible principalement deux cartes, selon moi, dans le format, que sont Coursière de Crufix. Donc cette carte est rentrée en mirror ou contre les Abzan midrange. Vu qu'on rappelle Coursière de Crufix est un enchantement, donc voilà, c'est un moyen d'entamer son adversaire rapidement tout en l'empêchant de ramper. Très très bonne addition au sideboard. Et bien entendu, on en a parlé plein de fois, mais ça sert aussi à détruire des ascendances de Jeskai. On voit énormément de decks qui tournent autour, autant combo pour killer avec les créatures, combo pour meuler, énormément de choses à faire avec Ascendance de Jeskai. Et donc Destructive Rivalry, ça va détruire ces deux enchantements. Voilà. Coursière de Crufix et Ascendance de Jeskai. Donc voilà, pour moi, la réponse. Bravo à tous ceux qui ont trouvé ces réponses. Et peut-être que d'autres réponses intelligentes ont été dites entre-temps. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à mettre un commentaire sur ces posts, tout simplement. On est reparti donc. Après ce Green Monster, on va voir Red Deck Queens. Red Deck Queens, c'est un deck qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est on joue rouge et on veut gagner, mettre de la bête, attaquer rapidement, blaster son adversaire et l'envoyer ad patres rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, un deck très fin avec 17 terrains. On va commencer par les terrains pour une fois. Oui, 17 terrains en effet, c'est pas beaucoup. Un deck contrôle va jouer bien 24 terrains. Et là on en a 17. Donc c'est pour vous dire, la courbe de mana doit être très très basse. Bon, on va regarder la courbe de mana. En effet, 4 drops à 1, 4 drops à 3, encore 4 drops à 1, encore 4 drops à 1, encore 4 drops à 1, encore 3 drops à 1. On a un drop à 4 mais elle convoque, on en a 4. Encore 4 drops à 1, 2 drops à 2, 2 drops à 1, 4 drops à 1, et 4 drops à 1. Oui, madame, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de mana. Pour jouer ce deck, à mon avis, le haut de la courbe, c'est mettre plébien gobelin qui vaut 3. Voilà, c'est le haut de la courbe. On est large. On n'a besoin que de 3 mana. Et avec 1 mana, déjà, on met potentiellement une bête par tour et on fait plein de trucs. Avec 2, c'est la fin du monde. Donc voilà, vous avez pu le voir. C'est un deck ultra agressif qui va jouer tous les 1 drop de la terre en rouge, qui sont très bien d'ailleurs, on va les voir. Et qui va attaquer fièrement le plus rapidement possible. Et le plus fort possible. Voilà un peu ce que ce deck joue. Tout d'abord, on va avoir 4 Fire Drinker Satyr qui sont 2 Terros, c'est des 2-1 pour 1. Quand ils prennent des dégâts, ils vous font autant de dégâts et vous pouvez les pumper. Mais vous prenez un dégât à chaque fois que vous le pumpez de plus 1, plus 0. C'est l'archétype de la tête brûlée. Hein, voilà. C'est un 2-1 pour 1 déjà, c'est fort. Ça va attaquer et si ça se mange un truc, ça se le mange bien et vous avez bien mal. Mais ça fait vraiment son taf. Fire Drinker Satyr, 4. On va continuer sur les 1 drop avec Foundry Street Denizen. Ne vous laissez pas avoir par le sigle Insurrection, hein, Gate Crash. L'extension d'origine de Street Foundry Denizen, c'est bien Insurrection, mais ça a été réédité en M15, donc on peut les jouer, bien entendu, dans ce deck. On en a 4. C'est une 1-1 pour 1. À chaque fois que vous mettez une créature rouge sur le champ de bataille, il gagne plus 1, plus 0. Vous pouvez voir tout de suite les combos. On en met un par exemple au tour 1, au tour 2 si on met 2 bêtes, vu que ça on va potentiellement en mettre 2, hein, on a quand même tout ce qu'il faut pour en mettre 2. Il va être 3-1 au tour 2, le petit bestiau, et va pouvoir déjà mettre une taloche à 3, potentiellement avec des copains qui ont la célérité, qu'on va voir juste après. Donc c'est une très bonne carte. La star pour moi de ce deck, c'est Vive Lance du Monastère, Monastery Swift Spear.
Pour une 1-2 at prouesse. Mon dieu, tellement de bonnes habilités. Pour un 1 drop, c'est une 1-2 en plus. 1-2 at prouesse. Donc prouesse, on le rappelle, hein, si vous jouez un sort non créature, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et comme vous pouvez le voir, on a pas mal de sorts pour le pumper. Donc la petite vigilance du monastère qui arrive très facilement à 2, 3, 4 de force. Tout à fait possible avec des enchantements notamment. Donc voilà, très très forte addition de ce deck. Vu qu'on a plein de spells pour cibler des créatures, on va y venir après hein, avec cette petite section. On a des Akroen Crusaders, donc des crusadiers Akroen. Si je me rappelle bien en français, c'est croisé Akroen. C'est une 1-1 pour 1 héroïque. Quand il est ciblé par un sort, vous mettez une 1-1 rouge soldat. Ça va bien avec Foundry Street Denizen, hein, puisqu'on met une créature rouge quand il est ciblé, il va aussi gagner +1/+0. Donc tout ça, c'est assez toolbox en fait. Hein, ça permet vraiment de s'amuser avec toutes les créatures. Akroen Crusader, encore une 1-1 pour 1 qui peut mettre encore plus de bêtes sur champ de bataille. Donc voilà, un truc de fou en fait ce deck. Ça peut pondre rapidement, c'est un deck qui peut pondre rapidement beaucoup de créatures. On finit par 3 Frenzied Goblin. Gobelin frénétique peut-être en français, je ne me rappelle plus, mais 1-1 pour 1. Quand il attaque, vous pouvez payer 1 rouge, et s'il le fait, la créature ciblée ne peut pas bloquer. Donc ça, c'est très très bien contre mid-range. Hein, typiquement, on va voir assez rapidement popper une coursière de Crufix, par exemple, en face de soi. Et ben, c'est pas grave, on va pouvoir attaquer avec toute la team, et le Frenzied Goblin va pouvoir activer son ability pour empêcher la coursière de bloquer. On va commencer à mettre des pains dans notre adversaire joyeusement. Voilà, donc une team qui marche très très bien. On va continuer avec les spells. On va d'abord commencer par les spells qui ne sont pas éphémères ni rituels. On commence par 4 Hammer Hand pour 1 rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée ne peut pas bloquer. On voit encore l'intérêt avec Frenzied Goblin. Hein. On veut vraiment avoir cet effet de tu ne peux pas bloquer contre mid-range qui peuvent potentiellement nous mettre un Polychronos tour 4. Donc voilà. Hammer Hand, la créature ciblée gagne +1/+1 et hâte. Et en plus, une créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc voilà, on a vraiment envie d'avoir tous ces effets sur une créature. Ça ne coûte qu'un, donc pourquoi s'en priver? On est parti pour le deuxième enchantement que beaucoup de gens connaissent si vous suivez le format standard depuis quelques temps, qui est assez joué quand même. C'est Manteau du Dragon, Dragon Mantle pour 1 rouge. Un enchantement qui donne Fire Breathing, ce que j'appelle Fire Breathing. En gros, on peut payer 1 rouge autant de fois qu'on veut pour donner +1/+0 autant qu'on veut à une créature. Et quand il arrive en jeu, vous piochez une carte. Ce qui est vraiment pas négligeable du tout parce qu'il nous faut du souffle un petit peu dans ce deck. C'est un deck qui s'essouffle très vite. Donc pourquoi pas prolonger un tout petit peu le souffle avec Dragon Mantle. Ensuite, on passe à la base d'éphémères et de rituels qui permettent souvent de clore la game. Stoke the Flame, donc activer les flammes, bien entendu, pour 4, ça colle 4 Ancient créatures aux joueurs en éphémère avec convocation. Donc le principal intérêt, c'est bien entendu qu'on peut très facilement convoquer cette éphémère sur le champ de bataille du fait qu'on a énormément de créatures. Donc voilà, si on a une bête qui nous embête en face, typiquement une coursière de Crufix, on va taper 2 créatures, 2 mana, paf, faire activer les flammes sur la grosse bête et continuer à mettre des pains potentiellement avec une vive-lance du monastère qui regardera gagner +1/+1 dans l'affaire. Donc voilà, bien entendu, 4 activer les flammes, ça permet aussi de finir l'adversaire. En 4 tours, tu t'es pris 16 points de dégâts, et bien sur le dernier tour de jeu, tu vas te prendre un activer les flammes directement sur toi pour perdre la partie, tout simplement. On continue avec 4 forces des titans, Titan Strength. Encore une fois, un sort très très bon qui ressemble énormément à Croissance Gigantesque, un Giant Growth. Pour ceux qui jouent à Magic depuis longtemps, pour 1 rouge en éphémère, donne +3/+1 à une créature et surtout permet de scry 1. Scry 1, c'est toujours sympathique. Ça permet de trier un peu ce qu'on va piocher. Si on tombe sur un land, on va être très content de le mettre en dessous de sa bibliothèque parce qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir beaucoup de terrain avec ce jeu. Donc voilà, Force des Titans, très bonne carte. Va très bien avec Swift Spare. La créature qui passe va mettre 3 de plus. Enfin,
c'est très fort. Ça peut cibler un Crusader pour mettre une bête en plus sur le champ de bataille. Bref, c'est Force des Titans. Très très bonne carte. On a 2 Lightning Strike pour plusieurs raisons. D'ailleurs, on en a une dans le sideboard. Ça permet, contre un autre deck aggro, d'avoir quand même des réponses à lui mettre dans les dents. D'ailleurs, contre aggro, on va sûrement rentrer la 3e qui est en sideboard. Et ça permet aussi de finir comme finisher, hein, on peut mettre 17 dégâts et avoir une Lightning Strike pour finir, ça arrive très très souvent. Donc voilà, Lightning Strike bien entendu. Dans ce deck, et 2 assauts coordonnés que je m'attendais vraiment à voir dans ce genre de deck, et je suis vraiment pas déçu de les voir. Pour un rouge, encore une fois, un sort qui coûte un rouge, en éphémère, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent +1 +0 et l'initiative. L'initiative c'est intéressant, +1 +0 c'est intéressant. 2 créatures c'est très intéressant aussi. Ça trigger Swift Spare, ça peut trigger 2 fois 2 Crusaders en fait, ça peut trigger 2 Crusaders. Ce qui est vraiment fort, ça permet à des créatures de survivre avec l'initiative. Typiquement, un Fire Drinker Satyr qui rencontrerait une Cariatide, et ben il va la tuer. Très fort. Donc 2 assauts coordonnés, également un 3e en sideboard. Pour aggro, hein, contre aggro également, ça marche très bien. Avoir l'initiative, ça permet de gagner contre aggro. Donc 2 assauts coordonnés en main deck et 1 en sideboard. Voilà, on a fait le tour de la main deck list. On va voir qu'il y a beaucoup de sideboarding contre aggro également. On n'a quand même pas parlé des 4 maîtres plébéiens gobelins. Hein. On va voilà, 4 maîtres plébéiens, quoi. C'est la base du deck. On a beaucoup de gobelins, c'est quelqu'un qui est boosté par les gobelins déjà, qui met plein de gobelins en jeu. Voilà, on n'est vraiment pas surpris en fait de voir maître plébéien gobelin. On est juste surpris que c'est lui qui soit en haut de la courbe de mana. Mais bon, un Red Deck Win, c'est pas fait pour enfiler des perles, c'est fait pour mettre des pains rapidement. Et donc voilà, tour 3 gobelins, typiquement, tour 1 bête, tour 2, 2 bêtes, tour 3 gobelins pour mettre encore une bête, et bla, et bla, et bla. C'est le concept. C'est le concept. Donc voilà, on a fini la main deck list, on va passer au sideboarding un peu. On a déjà vu Lightning Strike, assaut coordonné, on va se garder l'édolon of the Great Reveal pour un peu plus tard. On va regarder surtout 3 Searing Blood, ça colle 2 en éphémère pour 2 rouges. Si la créature meurt, vous allez mettre 3 au contrôleur de cette créature. Donc ça, bien entendu, c'est contre aggro. Encore une fois, ça cible admirablement les maîtres plébéiens gobelins en déclaration de phase d'attaque. Oui, Searing Blood, on aime beaucoup voir cette carte. Ça va complètement dans l'optique du jeu contre aggro pour encore plus aggro. Donc je pense que ça c'est même carrément en mirror. On a Scouring Sands. Pour un incolore, un rouge en rituel, les créatures adverses prennent un dégât. Donc imaginez les dégâts qui peuvent être faits si vous mettez un dégât dans cette team. Hein, ça meurt, ça meurt, ça meurt pas, mais les tokens vont mourir, ça meurt aussi. Vous perdez en gros juste pas les gobelins et les vives-lances, hein, qui sont vraiment de très bonnes créatures, et les créatures qui sont enchantées, mais voilà, vu que ça arrive au tour 2. Si on a fait tour 1 bête, tour 2, 2 bêtes, très souvent, si on a mis qu'une Swift Spare, on va se retrouver qu'avec une seule créature sur le champ de bataille. Donc voilà, Searing Blood, très bonne addition. Non, pas Searing Blood, Scouring Sand, très bonne addition en Mirror, là. Mirror. Donc, c'est pas forcément contre aggro, là, c'est vraiment spécifique contre Mirror. Et aussi, faut le dire quand même, et aussi contre Elspeth. Mais bon, souvent, contre Elspeth, si on n'a pas gagné quand Elspeth arrive sur le champ de bataille, c'est qu'on a perdu. Donc c'est mineur, mais je pense que c'est vraiment fait contre Miroir. Blinding Flare, une addition que j'aime bien contre midrange cette fois. C'est un sort avec obstination pour un rouge et obstination pour un rouge, donc on peut vraiment cibler beaucoup de choses avec Blinding Flare. Toutes les créatures qui sont ciblées ne peuvent pas bloquer. Donc voilà, contre un midrange, en fait, contre midrange, si le midrange arrive à se mettre bien dans la partie, l'optique c'est d'amasser un board, de caster Blinding Flare pour faire en sorte que toutes les créatures adverses ne peuvent pas bloquer, et de faire une grosse phase de sauce monumentale pour détruire en un coup son adversaire. Je vois à peu près que ça pour Blinding Flare. Il y en a un seul. Je trouve ça un peu faible d'en avoir mis un seul, mais je vois tout à fait pourquoi c'est dans le deck en tout cas.
Harnessed by Force, encore une fois, une carte qu'on va retrouver contre, contre midrange, je pense, principalement. Votre adversaire va mettre par exemple un Rhino, et vous allez lui piquer pendant un tour. Et ça va vous faire une 4-5 piétinement en plus de toute votre team. Sachant qu'en castant ça, vous allez pouvoir trigger la prouesse de Vive Lance du Monastère. Donc c'est une bonne addition au deck contre midrange. Il y en a deux. Contre quoi ça sort contre midrange, je ne saurais dire. Peut-être Lightning Strike. Non, peut-être Coordinated Assault plutôt. Mais en tout cas, ça rentre pas mal contre midrange, hein, typiquement. Et Magma Spray. Magma Spray également, ça va rentrer en mirror ou contre aggro. Je pense que ça rentre aussi contre les decks en noir qui jouent les champions sanguinolents. Donc contre aggro avec du noir. Vu que ça exile la créature que ça tue, donc ça contre complètement champion sanguinolent. Voilà. Et il nous reste 4 Eidolon of the Great Revel. Ça va être la question du jour. J'ai décidé de vous mettre un petit peu à l'épreuve sur ces decks, hein, vous faire un peu participer à ces reviews. On a 4 Eidolon of the Great Revel dans le deck. Donc c'est une 2-2 créature enchantement esprit pour 2 rouges. Quand un joueur caste un sort avec un coût converti de mana de 3 ou moins, et ben l'Eidolon va lui mettre 2 points de dégâts. Pourquoi 4 dans le sideboard? Pourquoi c'est joué? Qu'est-ce que ça cible? J'attends vos réponses en commentaire de cette vidéo. Voilà. Et tant que vous y êtes, par là aussi, il va y avoir un petit bouton marqué s'abonner. Cliquez dessus s'il vous plaît. C'est pour vous abonner. Vous aurez les notifications pour voir les prochaines vidéos arriver dans votre boîte à lettres et dans votre panel YouTube aussi. Donc voilà. Merci d'avance pour ceux qui se sont abonnés déjà, j'ai de plus en plus d'abonnés donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui commentent les vidéos pour répondre aux questions que je pose et également pour parler de Magic et me remercier. Il y a beaucoup de gens qui me remercient et ça me va droit au cœur. Merci également à tous ceux qui partagent et qui likent mes vidéos, je vous aime énormément. Voilà, on a fini cette review de ce deck rouge complètement tête brûlée. Qu'est Red Deck Wins. Si vous ne connaissez pas le concept, bonjour, ça fait mal. C'est pas très cher comme deck à mettre en place, à part les maîtres plébéiens, le reste est assez accessible. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre mouture. Vous aurez très facilement la plupart des cartes. Remplacez les maîtres plébéiens par de bons 2 drops ou 3 drops qui mettent la pression. Et puis voilà, vous avez un deck très sympathique et très compétitif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On finira la prochaine fois la review de ce Grand Prix Los Angeles avec le Mardu Midrange de Brad Nelson. On verra ça donc dans la prochaine vidéo. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour Mardu Midrange featuring Brad Nelson. Ciao les amis. Salut à tous, ici Abdel, j'espère que ça va bien. Moi ça va super bien, on va passer sur le deuxième du Grand Prix Los Angeles. La dernière fois on a vu Gruul Monsters, cette fois on va voir Red Deck Wins. Tout d'abord on va repasser juste sur Gruul Monsters pour donner la réponse de la précédente question. La question était pourquoi Destructive Rivalry dans Gruul Monsters. C'est tout simple, donc détruire un enchantement ou un artefact, son contrôleur perd 2 points de vie. Ça cible principalement 2 cartes selon moi dans le format que sont Coursière de Crufix, donc cette carte est rentrée en mirror ou contre les Abzan midrange. Vu qu'on rappelle Coursière de Crufix est un enchantement, donc voilà, c'est un moyen d'entamer son adversaire rapidement tout en l'empêchant de ramper. Très très bonne addition au sideboard.
Et bien entendu, on en a parlé plein de fois, mais ça sert aussi à détruire des ascendances de Jeskai. On voit énormément de decks qui tournent autour, autant combo pour killer avec les créatures, combo pour meuler, énormément de choses à faire avec Ascendance de Jeskai. Et donc Destructive Rivalry, ça va détruire ces deux enchantements. Voilà. Coursière de Crufix et Ascendance de Jeskai. Donc voilà, pour moi, la réponse. Bravo à tous ceux qui ont trouvé ces réponses. Et peut-être que d'autres réponses intelligentes ont été dites entre-temps. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas à mettre un commentaire sur ces posts, tout simplement. On est reparti donc, après ce Green Monster, on va voir Red Deck Queens. Red Deck Queens, c'est un deck qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est on joue rouge et on veut gagner, mettre de la bête, attaquer rapidement, blaster son adversaire et l'envoyer ad patres rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, un deck très fin avec 17 terrains. On va commencer par les terrains pour une fois. Oui, 17 terrains en effet, c'est pas beaucoup. Un deck contrôle va jouer bien 24 terrains.